Avec nous en plateau, Monsieur Nangone Morley, bienvenue. Il travaille dans l'humanitaire, il est chef d'équipe projet de l'ONG Espace Confiance, une ONG qui milite en faveur de la santé et du développement. Il est titulaire d'un bac plus 4 en protection des végétaux et de l'environnement, lauréat du concours international de discours Toastmaster et récemment en mars le concours d'art national oratoire JCI Côte d'Ivoire. On est fiers de vous, champion. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Alors, on vous a entendu il y a quelques instants et la question qu'on a envie de se poser, est-ce que vous étiez réellement bègue? Si oui, à quelle époque de votre existence? On va commencer par ça et puis les autres questions vont suivre. D'accord. Et aussi à quel degré? Ok. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. À travers cette lucarne, que je puisse transmettre un message à toutes les personnes qui, à un moment bien donné de leur vie, se sont dit qu'elles ne pouvaient pas. Concernant votre question, je ne la mettrai pas du tout au passé. Je dirais que c'est encore dans le présent. S'il vous plaît, prenez-nous au sérieux. Effectivement, c'est encore dans le présent de la mesure où les premiers mots que j'ai essayé de prononcer ici lorsque vous m'avez donné la parole pour la première fois sont venus de très loin. Sont venues de très loin à l'intérieur de moi. Elles ont eu du mal à sortir. Juste pour dire à quel point le bégaiement, il existe chez les personnes, certes, d'autres où plein de personnes arrivent à pouvoir le contrôler, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler au passé. Car dès qu'il y a un moment de stress, un moment de perte de contrôle, un moment d'émotion, que ce soit la joie, que ce soit la colère, que ce soit un choc, on n'arrive plus à trouver nos mots. J'ignore quelle est l'origine. Je n'ai jamais eu à rencontrer un médecin parce que les conditions ne se prêtaient pas à cela. Je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi. Je suis né bègue. J'ai donc grandi comme cela et il a fallu un moment bien donné de ma vie me donner les moyens pour pouvoir contrôler, surmonter, pour pouvoir atteindre mes objectifs et devenir une meilleure version de moi-même. Et justement, comment est-ce que vous avez vécu votre enfance avec, je le mettrai entre griffes, ce handicap? L'enfance, à travers cet handicap, n'est pas une sinécure. Dans la mesure où les enfants, peu sachants et pas très bien informés sur certaines situations, ont tendance à se railler leurs amis qui ont du mal à pouvoir s'exprimer. Il était donc, dans mon cas, cela était donc mon cas, et effectivement de façon récurrente. Il est donc clair que je n'avais pas d'amis. Mes amis, c'était mes frères et mes sœurs. Mes amis, c'était mon père et ma mère. Le premier ami que j'ai eu, j'étais déjà au CM2. Il est venu vers moi, il a insisté, il m'a appris à rouler au vélo. Pour cela, j'ai fait un chapeau, j'ai fait un coup d'œil à Namori Bakayoko qui est en Allemagne actuellement, qui m'a tendu la main et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir d'autres amis encore. Et donc, juste pour dire à quel point dans l'enfance, c'était une difficulté. Ça a été une difficulté, ça a été une grande souffrance. Et les rapports avec la famille, les parents? J'ai eu la bonne fortune d'avoir une famille magnifique. Pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'amour. Avec mon père, nous parlions. Avec ma mère, elle nous écoutait. Et donc, vivre dans un environnement pareil et se retrouver dans la jungle auprès d'enfants ou de personnes mal sachantes sur une situation et n'essayant pas de comprendre l'individu, ma famille a été, je dirais, ceux-là même qui m'ont aidé à comprendre tout cela et à supporter. Car mon père me répétait à chaque fois que je suis un garçon intelligent. Ma mère n'a jamais essayé de me réprimander parce que je n'arrivais pas à sortir mes mots. Et vous faites bien d'utiliser le mot fortune parce que les cas sont légion, ces personnes qui sont stigmatisées et rejetées même dans leur propre famille. On a plusieurs fois entendu dire oh, « toi quitte là, tu ne sais pas parler, c'est toi qui veux toujours parler ». C'est déjà arrivé. Alors tais-toi. Voilà, c'est arrivé et c'est récurrent. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que vous avez eu la chance d'avoir une famille qui s'est montrée patiente et qui vous a aidé à avoir une certaine estime en vous. Et c'est important.
Effectivement, et le seul cas dramatique ou grave que je pourrais citer dans mon parcours, c'est l'impact donc de l'image que les gens ont de cette situation-là en dehors de chez moi. Car à un moment bien donné, un enfant, il faut qu'il sorte de chez lui, qu'il parte à l'école. Et j'ai eu la malchance de répondre pour la première fois à ma classe de 3e. Ça a été vraiment une difficulté dans la mesure où toute l'année durant, je ne prenais pas la parole en classe. Je ne prenais pas la parole en classe non seulement par rapport aux résultats que j'avais pu avoir, et aussi par rapport à l'image que je me disais être en train de refléter sur les autres. Je me disais qu'ils pensaient que je n'étais pas intelligent. J'ai repris une classe, je me trouve donc dans une classe de doublant. Pour quelqu'un qui avait déjà du mal à pouvoir s'exprimer, c'était une situation assez difficile. Et je pense l'avoir franchi les premières fois, peut-être dans la classe de première, où j'ai eu à lire mon devoir, mon introduction de philosophie. Et moi, ça m'a marqué. Peut-être que les élèves de ma classe ne seront pas marqués par cela, mais moi, ça m'a marqué parce qu'ils ne m'entendaient pas assez parler en dehors des pauses, des récréations. Et je parlais juste avec ma voisine, ou encore mes voisins de derrière, mes voisines de devant. Et ce jour-là, lorsque je commençais à lire, j'ai senti que la classe était calme. La classe était tellement calme. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, ils sont en train de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer. Et j'étais très content. Et ça a été le point de départ, je veux dire, pour la prise de conscience de ce que vous étiez capable de passer d'un point A à un point B. Entre autres prises de conscience, je pourrais dire, mais la vraie prise de conscience, je dirais le vrai déclic a été mon contact avec une organisation de jeunes de 18 à 40 ans dénommée la Jeune Chambre Internationale. J'y ai découvert des jeunes ordinaires. D'accord. Faisant mains et pieds, se battant au quotidien pour réaliser des actions extraordinaires. Et je me suis vu à travers eux, je me suis vu en train de me dire, je souhaite faire comme eux. Ça a été le premier déclic. Et j'essaierai de faire comme eux. Vous arrivez, je veux dire, forcément des jeunes, comme vous le disiez, intelligents, peut-être éloquents aussi. Oui. Est-ce que ça ne va pas développer quelques complexes en vous? Je veux dire, je ne vais jamais arriver à ce niveau. Est-ce qu'ils ne vont pas se moquer, moi, de mon niveau ou de ma façon de m'exprimer? Qu'est-ce qui vous anime une fois que vous êtes en contact avec ces jeunes hommes? Ces jeunes gens? Ce qui m'anime, en fait, c'est que je suis de nature à rechercher ce que je ne sais pas. J'ai en question soif d'apprendre. C'est donc la raison pour laquelle je mène beaucoup d'activités. Car je n'avais encore jusque-là pas découvert ce dans quoi je pourrais vraiment exceller. Et tout ce qui m'intéressait un tant soit peu, je m'y mets. Et je m'y mets intensement, passionnément, à fond. Parce que je les ai découverts, j'ai compris que ce qu'ils faisaient, ce qui m'a orienté vers eux, c'était l'action communautaire. J'adore l'humanitaire. J'ai arrêté, du moins, je me suis débrouillé pour avoir mon diplôme de maîtrise pour faire que l'humanitaire. Je n'ai jamais travaillé dans le domaine de formation dans lequel je peux avoir une maîtrise. Je me suis jeté corps et âme dans l'humanitaire et je me suis formé sur le tas parce que je me suis dit, si de là où j'étais, j'avais eu une main tendue pour m'orienter, pour me tirer, pour me montrer la voie, j'aurais progressé plus rapidement. Et le peu que je puisse faire pour transmettre des choses aux gens, pour faire comprendre, pour faire des choses pour les autres. Car pour la petite histoire, lorsque j'étais enfant, quand on me demandait ce que je voulais être, je disais que je voulais être super-héros. Car je lisais, j'étais plongé dans mes bandes dessinées, je voulais être super-héros pour sauver un maximum de personnes. Et nous pensons, aisément, nous pensons que vous êtes sur la bonne voie. Justement, donc, vous avez participé à des concours où vous avez été donc lauréat à maintes reprises sur le plan national comme sur le plan international. Alors la grande question qu'on se pose, déjà vous n'avez pas répondu à la question de savoir, vous étiez à quel degré de bégaiement? On ne sait pas si c'est un degré moindre ou accentué. Et secondo, c'est de savoir maintenant, comment est-ce que vous avez travaillé sur vous-même, à l'intérieur de vous, pour obtenir ce résultat que nous avons aujourd'hui à l'antenne?
Merci pour la question. Évaluer le degré de bégaiement d'une personne, c'est dans le domaine médical. Pour ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le moyen de me rendre chez un médecin afin qu'il puisse évaluer mon niveau de bégaiement. Aussi, me concernant, j'estime être dans une posture de bégaiement moyen dans la mesure où, lorsque j'étais en confiance, même si je titubais, je n'avais pas une fluidité langagère, j'arrivais néanmoins à converser avec mes amis, avec mes parents, avec ma famille. Mon bégaiement s'aggravait lorsque ma sœur m'énervait, car c'était son travail. Et là, je n'arrivais pas à placer un mot. Quand nous nous retrouvions devant les parents, je n'avais jamais raison parce que je n'avais jamais l'occasion de placer un mot. Il en était aussi de même lorsque je me retrouvais dans une situation de stress, notamment sentimental. J'avais du mal à sortir les premiers mots. Et je peux dire que le niveau était moyen. Et du coup, en termes de travail, pour en venir à la deuxième partie de votre question, le travail, il est parti, selon moi, sur une prise de conscience qu'il faut que je puisse parler. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis un passionné d'humanitaire. Je me suis rendu compte que pour pouvoir travailler dans l'humanitaire, il faut pouvoir diriger des projets, il faut pouvoir faire adhérer une idée à des gens, il faut pouvoir donc partager une vision. Si l'on veut partager une vision, si l'on veut avoir un certain leadership, il faut pouvoir développer un tant soit peu sa communication orale. C'est la raison pour laquelle mon déclic est parti de ma volonté à devenir un leader. Un leader. Et partant de là, il était important que je puisse me renseigner. Qu'est-ce qui fait les meilleurs leaders? Un bon leader, c'est sa capacité à pouvoir communiquer. C'est sa capacité à pouvoir partager une vision, à pouvoir convaincre, à pouvoir transmettre des émotions pour que les personnes puissent passer à l'action. Et dans cet élan-là, je me suis rendu compte qu'il faut être calme. Car j'avais remarqué qu'à chaque fois que je suis calme, j'arrivais à mentir. Ne dois-je pas vous saluer pour votre honnêteté? J'arrivais donc à... Ça arrivait très souvent? Non, pas très souvent. Heureusement. Pour vous défendre, peut-être. Heureusement. Lorsque j'étais calme, j'arrivais à convaincre mes parents de me donner ce que je voulais. Là, je me préparais. Quand je vais vers mon père, vers ma mère, vers mon oncle, je suis calme, j'ai préparé ce que je veux. Je dis, mais papa, tonton, on doit acheter tel document à l'école. Il s'agit de ça, c'est très important pour ça. Je me suis rendu compte que tout était dans le calme. J'invite donc toutes les personnes qui nous écoutent à pouvoir noter cela. Lorsque nous sommes bègues, que nous voulons partager un message, le premier secret, c'est de pouvoir nous calmer. Car tant que nous ne sommes pas calmes, nous ne pourrons jamais aligner nos mots, aussi intelligents que nous puissions l'être. Nous ne pourrons pas. Ensuite, il faut pouvoir s'intégrer dans une dynamique de progression. Dans une dynamique de progression dans la mesure où on ne naît pas bon orateur, on le devient. On ne naît pas excellent, on le devient. Et lorsqu'on le décide, il faut pouvoir le formuler comme un projet, je le dirais même à la limite, et se donner les moyens, rechercher des organisations qui peuvent nous aider. Il y a la Jeune Chambre internationale, il y a Toastmaster international. Si vous ne les trouvez pas, que vous ne pouvez pas avoir accès à ces organisations, essayez en vous-même de trouver, du moins, l'astuce que je peux vous partager, c'est de trouver des organisations autour de vous, des associations, d'y militer, de faire l'effort de prendre la parole. Car, je le dis de façon très claire, nous sommes tous intelligents au même niveau. Nous sommes tous intelligents au même niveau. Et je dirais même que les personnes bègues sont tous intelligentes parce qu'elles sont frustrées. Justement, ce sont les idées certainement qui se bousculent, les mots qui se bousculent, tellement, on va dire, les idées foisonnent peut-être. Certainement. Alors, je veux savoir, vous nous avez parlé de la première étape qui était donc l'étape du calme, de la deuxième étape qui était donc l'étape de la volonté. Vous avez manifesté de la volonté, vous vous êtes décidé et vous avez commencé à parler en public. Exactement. Les premiers moments de vos prises de parole en public, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Ok. Les premiers moments d'une prise de parole, je
conseillerais En ce qui vous concerne, comment ça s'est passé? En ce qui me concerne, mes premiers moments de prise de parole sont avec mes proches. D'accord. Des personnes, en public? Des personnes avec qui je n'ai aucun stress. Lorsque nous en arrivons au public, je dirais que la première fois que j'ai osé me tenir devant des gens... C'était certainement pour la pub. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Juste avant la pub, nous échangions avec notre invité, Morley. Morley qui est né, selon lui, bègue. Et pour lui, il est toujours bègue, mais il se soigne, il a travaillé, il a usé de beaucoup de volonté, il a décidé de franchir le pas. Aujourd'hui, il participe à des concours internationaux où il est lauréat, rassurez-vous. Comme je le disais, ça paraît insolite, c'est vraiment extraordinaire, mais il a fait, il a cru en lui. Il a eu beaucoup de confiance en lui. Il a aussi bénéficié de l'aide de sa famille, de ses parents. Enfin, même si sa sœur était un tout petit peu méchante. Voilà. J'espère bien avoir résumé tant soit peu ce qu'on a retenu sur ce plateau. Eh bien, nous en étions à votre premier discours. Comment est-ce qu'il s'est déroulé juste avant la pub? Le premier discours, effectivement, c'était un concours. Et j'ai prononcé, je devais prendre la parole pendant 7 minutes. J'ai parlé pendant 1 minute. Lorsque j'ai fini mon introduction, j'avais tout oublié. Vous devez prendre la parole pendant 7 minutes. Communiquer sur l'immigration clandestine. D'accord. Et j'ai pris la parole après avoir dit les 2 ou 3 premières phrases. J'ai tout oublié. Le stress. Quand vous sortez de là? J'ai fait de mon mieux pour continuer. Et vous n'abandonnez pas, hein? Je n'ai pas abandonné, pas du tout. N'abandonnons jamais, jamais. Et j'ai donc fait de mon mieux pour continuer à arriver au terme de 5 minutes. Et j'ai quitté le podium naturellement. Je n'ai pas pu, mais j'ai retenu une grande leçon. Qu'il fallait travailler, se préparer avant chaque compétition, chaque prise de parole. Travailler comme si nous allions affronter le plus grand des publics. C'est la leçon que j'avais retenue ce jour-là. Très bonne leçon. Alors justement, par rapport à ça, moi, j'aime pas. Merci. J'aime pas qu'on ait trop ça. C'était le premier discours professionnel, on va dire en griffe. Et le premier discours sentimental. Parce que moi, tous les becs, oui, malheureusement, tous les becs que moi je connais, quand ils veulent draguer, ils envoient le petit frère où ils écrivent. Comment ça s'est passé la première fois que vous êtes retrouvés? Non, on rit pas, ça fait mal. La première fois que vous êtes retrouvés devant une go, la première go d'écrit, vous étiez fin. D'abord, je vous dis merci. C'est moi. Merci parce que je vous suis beaucoup. Ok. Je vous suis beaucoup. Merci, félicitations pour ce que vous faites. Merci. La première fois, je n'ai pas osé me présenter devant l'être aimé. J'ai donc envoyé un de mes vieux pères. Et il s'est arrêté au beau milieu du quartier. J'étais à au moins 10 à 15 mètres de lui. La fille aussi était à 15 mètres de lui, elle a crié « Akissi, de toute sa voix. » Mon petit l'a dit, il est tout au fond de toi. Le vieux père soigné. J'ai fait 1 semaine sans sortir de la maison. En sortie de votre discours, excusez-moi, vous avez parlé de... Vous avez retenu quelque chose, une leçon. Parce qu'à aucun moment, vous n'avez mentionné l'aspect pratique. Est-ce qu'il y a eu un exercice préalable pratique avant le discours? Parce qu'il y en a qui s'exercent devant le miroir, comment voilà, faire sortir les mots. Est-ce qu'il y a eu ça? Pour la compétition de discours, effectivement, je m'exerce. Je m'exerce à tel point que mes neveux connaissent tout mon discours. Parce que je peux répéter 100 de fois un discours de 5 à 7 minutes. 100 de fois. Je le fais partout, dans la chambre, dans la douche, au salon. Je prends un miroir, je mets. Je travaille, lorsque j'ai fini d'intégrer mon texte, je travaille la gestuelle, les effets du visage, car c'est des émotions qu'il faut pouvoir transmettre, etc. Et donc, c'est un secret. Travaillez. Si vous avez une prise de parole, travaillez
sur votre prise de parole. Maîtrisez votre texte. Merci beaucoup, bienvenue. Jean-Michel. Merci beaucoup pour ce très beau partage d'expérience. Alors, j'ai une petite question qui est plutôt liée à vous parliez à l'instant de répéter énormément son discours pour être capable de produire la fluidité. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que parfois, quand on est bègue, on a une fois le calme acquis, une fois le discours préparé, on peut se retrouver dans la pratique à buter encore sur des mots. Est-ce qu'il y a d'autres secrets individuels que vous avez utilisés pour réussir surtout à avoir cette fluidité en permanence? C'est ce qui pourrait avoir joué à ma faveur. D'abord, je vous remercie pour la question. Ce qui pourrait donc jouer à ma faveur dans cette fluidité, je dirais, c'est peut-être en tant que bègue que j'ai pu, au fil du parcours, bénéficier d'un bon coaching quand même, des personnes qui m'écoutent, qui me regardent. En plus de cela, je dirais, cette estime de soi qui grandit au fur et à mesure qu'on se trouve meilleur, au fur et à mesure qu'on se voit en train d'être l'égal des autres. Le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, effectivement, au fur et à mesure qu'on se dit que notre handicap n'est rien, ce n'est qu'un prétexte. Au fur et à mesure qu'on se dit qu'on peut, là où les autres aussi peuvent. Je pense que c'est des éléments que mes amis, mes congénères, ceux qui sont aujourd'hui dans la même situation que moi, doivent chercher à cultiver, avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, se dire qu'ils sont aussi capables de faire ce que les autres peuvent faire. Et que le petit élément où nous arrivons à tituber sur nos mots, même lorsque c'est très grave, on peut y arriver car il y a de grands orateurs qui étaient bègues, Démosthène, si je crois bien, l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique. Il y a des acteurs tels que Bruce Willis, je pense qu'ils étaient bègues, Julia Roberts. Ce sont des personnes qui ont réussi. Bien sûr. Alors, Nangoné, on va revenir sur vos différentes prouesses. On rappelle que vous avez remporté en mai 2017 le concours international de discours Toastmaster et récemment en mars le concours national d'art oratoire JCI Côte d'Ivoire et en mai le concours international d'art oratoire JCI pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Oui. On est bien tenté de se demander si c'était un concours exclusivement réservé aux personnes bègues ou si c'était ouvert à tout le monde. Ok, merci. Bien au contraire, le concours est réservé à des leaders qui souhaitent pouvoir travailler leur communication et faire passer leur message. Car ils nous donnent des textes, pas des textes du moins, ils nous donnent des thèmes sur lesquels nous avons à produire, à faire de la production intellectuelle pour ressortir des éléments très pertinents. Et pour le concours d'Afrique et Moyen-Orient, en plus de cet aspect international avec des pays tels que le Nigeria, il y avait aussi des pays du Moyen-Orient tels que la Syrie où l'élément clé était l'anglais. Je ne suis pas bilingue. Je ne suis pas bilingue, il était donc question de pouvoir jouer sur tout ce que j'ai. En 30 secondes, on peut avoir quand même un exemple de ce que vous êtes capable de faire ou de ce que vous avez l'habitude de faire pendant les différents concours. C'est quelle caméra je regarde? Un discours? Celle-ci. Ok. Vous voyez, je bègue. Enfin! Ok, je vais essayer. Je suis maintenant convaincue que vous l'êtes en réalité. Allez-y. Comment une nation parvient-elle à se reconstruire des ruines d'une bombe atomique? Qu'est-ce qui motive et inspire un peuple à tourner la page sombre d'affrontement post-électoral pour se mettre à la lumière de la vie? Mesdames et messieurs, au terme de mon propos, à la fin de cette émission, je caresse le secret désir que chacun dans cette salle, que chaque téléspectateur puisse s'éveiller au fait que nous, jeunesse ivoirienne, nous sommes ces légions remplies de vaillance et gorgées de civisme et de discipline sur lesquelles doit se construire l'émergence de notre pays. Bravo! Merci beaucoup, Nangoné Morlé. Bienvenue! Eh oui! Là où des personnes sans handicap n'auraient pas réussi, il a lui réussi et c'est une grande leçon à tirer donc de cet échange. Mais ce n'est pas encore terminé. Nous allons encore une fois solliciter l'intelligence du sage Sissoko pour la suite. C'est parti, on vous retrouve tout de suite.